Hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous voici sur une nouvelle vidéo parlant des itérations de for, qui est le seul présent en Go, la boucle for, pour pouvoir répéter des informations. On va voir ça, pourquoi utiliser un for et comment on peut écrire de différentes manières la boucle for en Go. Donc nous sommes partis sur le code. Alors j'ai pas supprimé le code précédent. Je vais effectivement le supprimer. Ok. Hop. C'est pas du tout ce que je souhaite, c'est cela. Je supprime tout ce que j'ai dans mon main. Et on va faire un tour sur le pourquoi utiliser des boucles. Première chose, donc, par moment, on va avoir besoin d'automatiser, de répéter des opérations sans écrire de code redondant. Et donc, effectivement, il va falloir utiliser la boucle for. On va pouvoir aussi faire des traitements sur ce qu'on peut appeler des collections, donc des listes, des tableaux, des maps, etc. Et donc, par exemple, si nous avons une base de données, nous récupérons certaines informations, on veut parcourir toutes ces informations reçues de notre base de données, eh bien, on peut rendre ça équivalent à un tableau en 2 dimensions, une base de données SQL par exemple, et donc on va essayer de la parcourir ligne par ligne et même colonne par colonne. Donc il va falloir effectivement autre chose que faire ça à la main en fait, et donc la boucle for va nous aider. On pourrait éventuellement faire aussi une gestion des entrées utilisateurs, c'est-à-dire répéter des demandes jusqu'à obtenir une réponse valide. Ça peut être intéressant aussi, des calculs répétitifs, pour des algos nécessitant des répétitions. Donc en Go, il n'y a que for qui est la seule structure au niveau des boucles. Dans d'autres langages, on pourra avoir le for, le while, le do while. Je ne parle pas des méthodes que l'on peut avoir supplémentaires, mais en tout cas, les principales boucles, ça serait le for, le while, le do while. Ici, en Go, on n'en a au final qu'un, le for. Donc la boucle for classique, comment elle peut s'écrire? On va donc avoir le mot-clé for. Ensuite, on va avoir une première partie qui va être, je vais l'écrire en français, initialisation, de cette manière-là. On va avoir ensuite un point-virgule. On aura la condition. Voilà, c'est ce qu'on utilise d'habitude. Et ensuite, alors la post-instruction ou la post-itération, si j'appelle ça. Et ensuite, on vient ouvrir nos accolades de cette manière. Voilà comment on peut écrire une boucle lambda, en tout cas, dans la plupart des langages. Donc nous, on va effectivement écrire de cette manière-là, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, le mot-clé for, on va initialiser, c'est-à-dire que l'on va prendre une variable de départ. Cette variable, on va l'appeler i. Alors par défaut, on appelle ça i. I est généralement utilisé pour parler d'index, en fait. Voilà. Donc on utilise i. Et donc on fait une initialisation, c'est-à-dire qu'on déclare une variable. Donc 2 points égales. Alors on pourrait la déclarer au-dessus, mais c'est pas forcément comme ça que l'on fait. On vient lui mettre donc un chiffre de départ, ou un nombre de départ. Ici on a l'habitude de mettre 0, pour apprendre, on démarre de 0. Et ensuite on met notre fameux point-virgule. Après la condition, c'est la condition d'arrêt. Jusque quand je dois répéter mon itération. Et donc là on pourrait très bien dire, tant que i est inférieur à 10 par exemple, donc là je fais un inférieur, un strictement inférieur, donc qui s'arrêtera à 9, ce qui me fera quand même 10 itérations. Ensuite la condition est terminée, et là je lui dis, ma post-itération, qu'est-ce que je vais devoir faire à la fin en fait de chaque tour de boucle?
eh bien ici, nous, ce qu'on veut, c'est rajouter 1 à i. Et pour faire cela, on a normalement une écriture qui serait i est égal à i plus 1, de cette manière-là, i plus 1, et on pourrait mettre nos accolades. Alors, ici, il y a des raccourcis, puisque si j'essaie effectivement de faire comme ça, c'est pas super propre. Donc il y a un raccourci dans beaucoup de langages. Le premier raccourci, c'est comme on lui dit que i est égal à sa valeur plus 1, on pourrait éventuellement faire ce raccourci-là en disant bah, je peux mettre mon plus à cet endroit. Ce qui va faire exactement la même chose que le code précédent. Et on a encore un autre raccourci, puisque là on veut à chaque fois rajouter 1. Si je souhaitais rajouter 2, je serais obligé d'écrire cela, et dans ce cas-là, ici, changer ma valeur à 2. Moi, c'est pas ce que je souhaite, c'est vraiment tout le temps 1. Et donc, pour faire cela, on va lui dire qu'on va faire de l'incrémentation avec le i++ de cette manière-là. Donc, les trois écritures reviennent à la même chose, si ce n'est que cela est un raccourci à l'incrémentation. Donc, à chaque fois, à chaque tour de boucle, eh bien, i rajoutera 1 à lui-même. Et ensuite, pour afficher ce que ça va faire, on va tout simplement faire un petit print ln de i. Et nous avons fait donc notre première boucle. Si je teste, j'ai bien ici, vous voyez, on va agrandir un petit peu, voilà, j'ai bien ici le nombre 0 puisque j'initialise mon i à 0. Est-ce que 0 est inférieur à 10 ? Bah oui. Dans ce cas-là, il vient faire mon fmt println. Une fois que c'est fait, il vient ici. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Eh bien, il doit incrémenter. Donc, i passe à 1. Donc, on ne va plus après dans l'initialisation. On reste dans la condition. Donc, est-ce que 1 est inférieur à 10 ? Oui. Donc, il rentre dans la boucle. Il vient l'imprimer. Et ainsi de suite. Post-itération. Il vérifie. Il affiche. Etc., etc. Donc c'est bien ce que l'on a ici de 0 à 9. Donc ça, c'est vraiment très pratique si on souhaite faire ça. Si je souhaitais, par exemple, n'afficher que les chiffres pairs, enfin les nombres pairs, comment nous ferions ? Eh bien, ça tombe bien, nous avons vu les conditions sur la vidéo précédente, donc je vais pouvoir ici lui mettre une condition en lui disant que si i, et là, je vous ai pas parlé des opérateurs comme le plus, le moins, le multiplier, le diviser. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. Et donc, on a le plus, on a le moins, on a ensuite le égal, oui, le multiplier, le diviser, et on a un autre élément qui s'appelle le modulo. Le modulo, c'est pour récupérer le restant de notre division. Donc ce que je veux, c'est vérifier si i divisé par 2 est égal à 0. Vous voyez, le modulo, c'est le restant. C'est-à-dire que je vais récupérer soit 1, soit 0. Si je fais 2 divisé par 2, il me reste combien ? Au final, rien. Si je fais 3 divisé par 2, effectivement, il me restera 1, ou là, après, je viens rajouter le 0, et que je redivise par 2, ça fait 5. Donc j'aurai 1,5 lorsque je fais 3 divisé par 2. Donc c'est ce que je fais, je lui dis bien, si i divisé par 2, le reste est égal à 0, alors, je vais vouloir afficher mes informations avec mon println, encore une fois, et là j'affiche juste mon i de cette manière-là. Si j'exécute, j'ai bien ici 0, 2, 4, 6, 8. Alors est-ce que 0 est pair ou pas ? Ça c'est un autre sujet, effectivement. Mais on peut donc ajouter ce que l'on veut à l'intérieur de notre code, et ça c'est vraiment assez cool. Donc si vous avez des bases de données que vous récupérez et que vous voulez faire des tris dessus, eh bien vous parcourez tout cela avec la boucle for, et vous venez mettre des conditions à l'intérieur. Voilà ce que l'on peut faire. Donc là on a vu la boucle la plus simple. Ce qui serait intéressant, c'est de vous montrer aussi d'autres boucles.
on a la possibilité, hop, donc, d'écrire une boucle for comme une boucle while. Une boucle while, on la nommerait en pseudocode, on a l'habitude de dire plutôt c'est un tant que, de cette manière-là. Donc on va lui dire tant que i est inférieur ou supérieur à 10, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc là on utiliserait le while dans d'autres langages. Ici on va toujours utiliser notre boucle for. Donc on l'écrit de la même manière que le while, c'est-à-dire qu'on viendrait écrire ici i inférieur à 10, et voilà. Cependant, i n'existe pas ici. Ici, il n'y a pas d'initialisation. Donc il va falloir le faire auparavant. Donc je fais bien un var i de type int. Encore une fois, avec l'inférence de type, on n'en a pas besoin. Par contre, attention, il est important d'initialiser ici notre variable. Sinon non, puisqu'au final, un int, c'est par défaut 0, donc on pourrait effectivement juste faire cela, ça fonctionnerait. C'est pas très explicite, donc je préfère effectivement mettre un 0. Voilà. Et puis, donc, on va lui dire, tant que i est inférieur à 10, eh bien, tu m'imprimes les informations, hein, pour le moment, rien d'exceptionnel, on fait un print de i. Mais attention à cela. Tout à l'heure, dans notre boucle for, on avait 3 compositions au niveau du for. On avait l'initialisation, on avait la condition, et on avait la post-itération. Ici, j'ai écrit à peu près la même chose. J'ai bien mon initialisation à la ligne 11, j'ai bien ma condition à la ligne 13, mais qu'est-ce que je vais devoir faire après? Eh bien là, il ne faut surtout pas oublier, c'est de faire l'incrémentation. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas cela, eh bien, ici j'aurai une boucle infinie, puisque i ne changera jamais, donc ma boucle sera infinie. Il viendra vérifier à chaque fois si i est inférieur à 10, et donc, lui, i est égal à 0. Donc 0 inférieur à 10, et donc j'aurai une boucle infinie. Donc attention à cette écriture, il ne faut surtout pas oublier de faire un i++ également, en tout cas dans cet exemple, faire un i++. Et j'aurai donc le même résultat que tout à l'heure. Si j'exécute, j'ai bien de 0 à 9. Je peux mettre des conditions, etc. également dedans. Voilà au niveau de la deuxième écriture de la boucle for. Mais celle-ci, effectivement, elle ressemble à un while. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est exactement ce que l'on ferait, si ce n'est qu'on appellerait ici while, et on ouvrirait les parenthèses pour la plupart des langages. Et effectivement, à ne pas oublier, l'incrémentation. Ok. Il existe également une autre écriture. Alors celle-ci, eh bien, c'est lorsqu'on veut vraiment faire une boucle infinie. Là, c'est vraiment lorsqu'on a besoin de faire cela, et vous verrez qu'on a besoin de temps en temps de faire cela, de faire une boucle infinie. Donc une boucle infinie, dans certains langages, je dirais comme en Java, on viendrait par exemple ouvrir nos parenthèses dans notre for, mettre ici un double point virgule, et c'est tout. Et on viendrait ouvrir nos accolades, et on viendrait mettre notre bloc de code à l'intérieur. On pourrait faire un while, dans d'autres codes encore, une fois, hein, on pourrait faire un while et un while true de cette manière, et ça ferait une boucle infinie. Ici en for, on a besoin de rien rajouter. On fait un for, et on vient ici rajouter les informations. Donc là, je pourrais mettre un fmt, et puis un print ln, et là, effectivement, si je me répète, je vais mettre Sam, par exemple, de cette manière-là. Alors attention, là, si j'exécute mon code, j'aurai une boucle infinie, donc généralement on l'utilise pour autre chose, mais on pourrait utiliser cela, par exemple, pour des WebSockets. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire une communication entre un front et un back, ou en tout cas entre deux applications, on va utiliser un système de communication qui est toujours en train de surveiller l'un et l'autre, et donc on viendrait faire une boucle infinie pour vérifier si on reçoit bien des informations ou pas. Pour la boucle for, alors il y a d'autres écritures, mais avant de vous parler des autres écritures,
il va falloir que je vous parle des tableaux, des slices, des maps, et donc des collections en général, pour vous montrer l'autre écriture sur nos boucles for. Cependant, je peux continuer sur cette vidéo, puisqu'on a effectivement vu la boucle for, mais si je souhaite, par exemple dans cette boucle for infinie, lui dire oui, mais à un moment donné, je veux m'arrêter. Comment je pourrais faire cela? Eh bien, en utilisant des mots-clés. Et un premier mot-clé qui peut être utilisé dans cette boucle for, c'est le mot-clé break. En utilisant cela, je coupe complètement ma boucle for et je sors de ma boucle for. On va faire un exemple avec un var i qui lui est égal, on va mettre 8 par exemple, et je vais mettre une condition ici en lui disant, ou même pas, non, on peut mettre 0, effectivement. Et je vais lui mettre une condition en lui disant que si i est supérieur, je vais rester sur 8, alors tu vas break ma boucle. En faisant cela, je lui dis, si i est supérieur à 8, tu break. Attention, je n'incrémente pas mon i, donc j'oublie pas, surtout, d'incrémenter mon i. Donc, j'aurai ici un i à 0, je boucle sans condition, alors ici c'est vraiment plus pour vous montrer l'exemple du break, mais j'ai aucune condition, j'afficherai Sam, d'ailleurs je pourrais l'afficher en print avec un petit espace, voire même un pipe de cette manière-là, pourquoi pas, et je lui dis, une fois que i sera supérieur à 8, donc à 9, eh bien tu coupes ma boucle. Si je teste cela, donc on voit bien ici que j'ai 10 fois Sam. Pourquoi? Parce que mon i++ se fait après le premier print, donc j'ai bien 0. Il faut que ça soit supérieur à 9, donc j'ai bien 9 itérations, plus la première, et donc j'ai bien 10 affichages ici en bas. Voilà. On pourrait également, et je vais peut-être retirer Sam et plutôt l'écrire autrement, et plutôt garder mon i, pour que l'on voit les choses. Je pourrais lui dire également, tu restes effectivement sur le 8 pour break, mais ce que j'aimerais, c'est, par exemple, lorsque tu as un chiffre pair, tu incrémentes de 2. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, je vais lui dire ici, si i modulo de 2 est égal à 0, alors, je vais lui dire que mon i est égal à i plus 2. Mais en faisant cela, je ne veux pas qu'il aille voir par la suite. C'est-à-dire que, une fois que j'ai incrémenté de 2, je ne veux plus qu'il s'incrémente de 1, puisque je l'ai déjà incrémenté de 2. Sinon, au final, ça fera une incrémentation de 3. Donc ce que je vais lui dire, c'est, une fois que tu es dedans, je souhaite que tu continues ton tour de boucle, donc c'est-à-dire que tu reviennes au départ de ma boucle, mais pas que tu lises la suite. Donc c'est vraiment ça, c'est le mot-clé continue, c'est ne va plus voir la suite, mais tu sors pas de la boucle. Tu continues si tu as besoin. Et donc c'est ce qu'on fait ici. Donc si j'affiche mon code, j'ai effectivement un problème, puisqu'à chaque tour de boucle, je lui dis bien, à chaque paire, tu rajoutes 2, et donc, comme je rajoute 2 à chaque paire, automatiquement, il reste que sur des paires, et pas des impairs. Donc là, effectivement, c'est pas la meilleure des techniques, on va peut-être passer sur un 3, voilà. Et donc là, j'ai bien les informations, j'aurais pu mettre ici plutôt un println, de cette manière-là. Voilà. Okay. Donc là, on voit bien 0, 2, 3, 5, 9, et je break donc juste après à 11.
Voilà en tout cas ce que l'on a à cet instant-là. Alors pourquoi ici le 9 s'affiche? Bah, lorsque 9 divisé par 3, enfin parce que 9 divisé par 3 est bien égal à 0. Donc c'est pour ça que lui il rajoute 2 à i, et donc il ne va pas breaker tout de suite. Il continue, il revient à ma boucle for, il affiche donc cette fois-ci 11. Est-ce que 11 est divisible par 3? Bah non, 11 divisé par 3, il me reste 2, donc il ne passe pas ici. Et ensuite, donc, il vient ici. Est-ce que 11 est supérieur à 8? Oui, donc il break. Voilà. Bon, encore une fois, c'est juste pour montrer les mots-clés avec cela. Alors, il y a un autre mot-clé que l'on peut utiliser. Celui-ci, il faut l'utiliser parcimonie. Il faut faire attention. Ouais. Il faut vraiment je l'utilise pas forcément souvent, ce mot-clé. C'est le mot-clé goto. Donc ça permet de sauter à une certaine étiquette. Alors les étiquettes, on aura l'occasion, lorsqu'on fera des boucles de boucles, voilà, quand on fera des boucles à 2 dimensions, on aura l'occasion de voir cela. Mais ici, ce que je pourrais lui dire, c'est à la place de faire un break, lui dire ok, je vais faire un goto, et je vais appeler l'endroit où j'ai mis un label quelque part. Donc là, c'est un peu plus poussé à ce niveau-là. Et je pourrais lui dire, tiens, tu skips ici, ok. Donc ça, c'est le nom du label que je souhaite donner. Et ensuite, je viens lui dire ici, je suis sorti de ma boucle, je pourrais donc lui dire que je crée un label avec un skip, 2 points, et ici je peux lui dire un petit fmt, println, de cette manière-là, et puis je vais lui dire saut. Voilà. J'ai fait un saut. Donc si j'exécute ce code, on va voir que à un moment donné, alors j'ai pas affiché mes i, je pourrais les afficher. Donc, toujours avec le fmt, print ln de i. Ok. Et donc là, je vais bien jusque 9. Et ensuite, à partir de 9, au lieu de break comme tout à l'heure, alors au final, c'est ce que ça fait, mais je me déplace, donc je sors de ma boucle, et je vais à l'endroit où je souhaite avec mon skip. Voilà. Donc, attention à cette utilisation, puisque si vous mettez des labels un peu partout, ça devient de plus en plus compliqué à gérer. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple. Pareil pour les conditions if, vous verrez que je ne vous ai pas tout montré, parce qu'on a besoin d'un peu plus d'informations pour des fois que je vous montre d'autres choses. En tout cas là, le mot-clé break fonctionne très bien, et il fonctionnerait de la même manière. Effectivement, si je viens faire mon fmt ici, en n'écrivant pas forcément saut, mais boucle terminée, je peux le faire, ça serait la même chose. Donc là, je viendrais marquer terminé. Voilà, j'ai bien terminé. Sur ce, nous avons fait le tour au niveau des boucles. Encore une fois, on a une écriture qui sera faite plus pour les tableaux avec un for range. Mais en tout cas, pour les for basiques, pour les itérations basiques, on a fait un petit tour des différentes écritures. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage, une bonne journée, et à bientôt.